arrive un peu au bout du chemin de la supply chain, puisque on va arriver à la suivante, qui est la facturation, si je me souviens bien. Oui, une fois qu'on a livré, il faut aussi facturer parce que sinon, on n'a pas les ressources pour acheter et pour approvisionner. Hmm. Et plus vite on facture, mieux c'est pour la trésorerie. Donc, comme toute notre chaîne de données est intégrée et nos datas sont intégrées, dès que le produit a quitté l'entrepôt, je dois être en mesure de facturer la bonne quantité et aussi le bon prix. Donc là, on revient au master data, notamment les prix, ils doivent être mis à jour tout le temps. Quand j'ai chargé le camion, je dois savoir exactement qu'est-ce que j'ai chargé et à quel moment c'est parti pour qu'on puisse facturer. Là aussi, c'est la facturation qui est digitale et on a mis en place avec un client une facturation digitale. Il avait pour habitude de facturer une fois par semaine, alors qu'il avait beaucoup de livraisons tous les jours. Et on a pu le convaincre de passer à une facturation quotidienne, Ouais. sans embaucher, parce qu'on a pu trouver le moyen de récolter la donnée, de la mettre à disposition rapidement pour que cette tâche, qui était une grande tâche une fois par semaine, est devenue une petite tâche tous les Quotidienne. jours et qui se faisait de manière très très facile et fluide. D'accord. C'était mettre de la fluidité dans ce process. Et on a vu que la trésorerie s'en est trouvée améliorée, ce qui est bien pour l'entreprise. Non, ça paraît évident de te dire que tu factures, mais c'est vrai, j'imagine que il faut facturer, avoir un process de facturation, d'envoi et aussi de vérification. C'est-à-dire, si le client ne paye pas en face, qu'est-ce qu'on fait? D'avoir aussi des règles par rapport à ça. Oui. C'est aussi là que tu interviens? Oui, donc ça fait partie il y a la facturation, c'est l'action de facturer, mais derrière aussi, il faut être payé. Mmh. Et donc là, on C'est a mieux. mis en place un process récemment avec un client, grâce à l'IA, justement, parce que c'était aussi laborieux de savoir quelles sont les factures qui ne sont pas payées, pourquoi elles ne sont pas payées, enfin, faire toute la recherche pour pouvoir discuter avec le client, parce que envoyer des relances, ça ne suffit pas toujours. Enfin, il faut le faire, parce que c'est la loi. Mais c'est quand même aussi plus facile très souvent plus efficace de parler directement et essayer de trouver le problème et la raison du retard. Et là, on a mis en place avec l'IA un petit outil qui a divisé le nombre d'actions pour arriver à obtenir la bonne data par 10, ce qui a simplifié. Par 10? Oui, par Ouf. 10, on a enlevé en une seule action, on a enlevé 10 actions que la personne avait à faire, ce qui aide aussi beaucoup à avoir instantanément la data dont j'ai besoin Bien sûr. pour pouvoir apporter soit des corrections ou soit voilà, relancer et obtenir le règlement de Ce qui est dû. ce qui est dû, oui, exactement. Alors, dans ces 7 thématiques qu'on a abordées, est-ce que globalement tu interviens plus souvent sur, la totalité? Ou est-ce que parfois tes missions sont ciblées sur l'une ou l'autre, voire une ou 2 thématiques de la supply chain? Alors, ce que j'essaye d'expliquer au début, c'est que quand on intervient sur une thématique, on déborde très souvent sur une autre. Mais il m'arrive souvent aussi d'intervenir sur une thématique bien précise, qui sont souvent les stocks, les entrepôts et le Sales and Operations Planning. Plutôt des missions ponctuelles sur des segments, Oui, de la supply chain et est-ce qu'il t'arrive aussi de travailler sur la totalité, de refondre ou de la totalité de la supply chain d'une entreprise? oui, ça m'arrive de suivre exactement et de commencer avec une et après continuer et Et améliorer parce ils sont comme tous les acteurs sont clients et fournisseurs, ouais. d'améliorer en fait le service qu'on rend Oui, au prochain. sachant que sur la totalité de la supply chain, s'il y a un endroit où ça coince, ça peut gripper tout le Exactement. système. Oui, ça peut gripper. On peut perdre en rentabilité, on peut perdre surtout en rapidité et aussi le client final, dans la rapidité de livraison du client final. Donc, ce qui est forcément la rentabilité qui se trouve impactée. Alors, on a beaucoup parlé de process, de RP, de logiciels, de process, de diagrammes, de livraison, d'entrepôt.
On n'a pas parlé beaucoup d'hommes, mais je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Qu'est-ce que tu peux dire aussi? Parce que j'imagine que, si le système est fluide, bien huilé, il faut quand même que, des gens bien formés et des managers et des puissent, diriger des équipes pour mener à bien l'ensemble de ces tâches, non? Un de mes credos, c'est il faut automatiser tout ce qu'on peut automatiser, il faut digitaliser là où c'est pas encore digitalisé. Et ce qu'on me répond, c'est oui, mais ça va faire enlever des postes de travail. Et en fait, c'est pas ça parce que quand on digitalise ou quand on automatise, souvent les machines, elles font que ce qu'on leur dit de faire. Et derrière, il faut qu'il y ait des hommes et des personnes pour pouvoir dire aux machines ce qu'elles doivent faire. La digitalisation, l'automatisation, ça permet de fluidifier, d'enlever des tâches récurrentes qui n'ont pas de valeur ajoutée. Ça, c'est ma vision. Et derrière, les personnes, elles peuvent vérifier que c'est correct, elles peuvent travailler avec les données. Par contre, cette démarche, elle est induite par des managers et Oui. par des leaders qui n'ont pas peur de digitaliser, parce que souvent aussi, ils ne trouvent pas les personnes pour exécuter ces tâches qui sont récurrentes. Quand on ne voit pas le sens de ce qu'on fait et quand on rétape des données, on a l'impression que ça ne sert à rien. À la fin de la journée, si on se pose la question « comment j'ai fait avancer aujourd'hui cette entreprise ?» c'est parce que j'ai enlevé des tâches qui sont récurrentes et inintéressantes pour les personnes qui les font. Comment tu travailles sur l'humain? Est-ce que c'est ta spécificité? Est-ce que tu travailles en binôme ou en équipe? Comment parce que j'imagine que, mettre en place un process, s'il est, s'il est mis en place par, une équipe, non formée, non motivée ou pas compétente, ça sert à rien. C'est donc le savoir à qui tu confies ces missions, c'est quand même super important, non? Oui. Si l'équipe, elle n'est pas intéressée par améliorer, c'est voué à l'échec. Il faut que l'entreprise, elle mette en place des équipes et sur projet d'optimisation, des équipes qui sont engagées et des équipes qui ont la volonté de changer. Donc c'est très important que ces personnes, elles soient formées, qu'elles voient l'intérêt global, qu'elles voient la vision de l'entreprise aussi, où est-ce que l'entreprise veut aller. Très souvent aussi, les entreprises, elles fonctionnent par promotion interne et on met des experts à des postes de manager. Et là, on a souvent des limites. Par contre, aujourd'hui, les entreprises, elles ont des difficultés de recruter. Aujourd'hui, je pense, le problème, c'est plus tellement de recruter, mais plutôt de donner du sens et de accompagner et faire croître, faire grandir leur personnel pour arriver à intégrer tous ces changements et à être aussi moteur dans ces changements. Alors, ce que tu es en train de me dire, c'est que souvent des gens qui sont experts d'un domaine, ils vont grandir dans l'entreprise, ils vont devenir managers, alors qu'en fait, ils n'ont pas les qualités pour devenir manager, ils ont juste les qualités pour comprendre le domaine qui est traité, c'est ça? Ou on ne leur a pas donné les clés ou l'accompagnement qu'ils ont besoin pour arriver à assumer les nouvelles fonctions.